Et notre invité a eu une vie assez incroyable. Mohamed Sidi Saïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1939 en Kabylie et vous êtes devenu l'un des dirigeants d'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde. C'est Pfizer, pour ne pas le nommer. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie. Vous êtes devenu chef de famille très, très tôt, dès l'âge de 9 ans. À cette époque-là, vous n'imaginiez pas ce que votre vie allait devenir. Certainement. Comment est-ce que vous avez quitté la Kabylie? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à New York des années plus tard? Les choses de la vie, des circonstances assez particulières. J'étais donc dans mon village. J'étais très loin de penser à l'école. C'était franchement le dernier de mes soucis, comme ce fut le cas aussi pour la plupart des gens qui vivaient dans le village. Un père émigré et qui envoyait une fois par mois une bonne partie de son salaire. Et puis un jour, tout cessa, plus rien. Et il a fallu, comme j'étais l'aîné de la famille, l'aîné des garçons, il fallait prendre en charge ma maman, 2 frères et une sœur. Et il fut des moments très durs, parce qu'on vivait dans un petit village sans infrastructure sanitaire, absolument rien, ni d'eau, ni d'électricité. Et je faisais, pour ramener un petit peu d'argent dans la soupe, différents métiers. Tour à tour, je vendais des billets de loterie sur la place publique. Je faisais les marchés le vendredi pour vendre des fruits. Et de temps à autre, le soir, je partais avec un oncle pour faire du charbon. Et un jour, un instituteur vous repère et c'est là où vous commencez vos études qui vont petit à petit vous faire vous conduire à une ascension assez remarquable. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui le monde de l'industrie pharmaceutique? Vous qui avez été plongé dedans pendant des années, vous êtes à la retraite depuis plusieurs années, quel œil vous portez aujourd'hui sur son action? Je vis honnêtement, sans regret et sans état d'âme. Mais avant d'arriver à cela, si vous me permettez, je voudrais simplement dire, et notamment à l'intention de ceux qui nous regardent, les jeunes de banlieue, mais de partout, en France, ce n'est pas tellement le résultat qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que des gens qui ont un chemin hors du commun, vous en trouvez un peu partout dans la vie sociale et économique, peut-être un petit peu moins en politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je voudrais laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, et à tous ceux qui nous regardent et qui doutent de la vie, de leur avenir, c'est le chemin qu'il a fallu pour arriver là. Le courage, l'abnégation, la persévérance. Et mon dernier message, c'est que c'est quand tout semble au plus bas de l'échelle que quelque chose, une étincelle, un espoir nous fait renaître. Et cet espoir, je le dois donc à un cousin éloigné qui, un jour, sur la place du marché, me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas à l'école ?» Je dis « Mais quelle école? Tu vois bien que je suis occupé. » Il dit « Lundi à l'école. » Et j'ai fait pendant des années 5-6 kilomètres. Pieds nus, dans la neige, en Pieds nus Algérie. dans la neige, une chaleur torride en été. Pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Alors, ce qui nous intéresse, alors votre parcours est absolument incroyable et vous êtes devenu, Benoît l'a dit, l'un des principaux dirigeants de l'un des plus grands groupes mondiaux de l'industrie pharmaceutique, Pfizer.
Vous écrivez un livre sur la santé qui est pour vous en danger. On s'intéresse beaucoup à l'industrie pharmaceutique dans cette émission, notamment à travers les scandales. Comment vous, qui avez été considéré comme un franc-tireur aussi, puisque vous avez donné un petit coup de pied dans la fourmilière à plusieurs reprises pour essayer de faire un peu de philanthropie, comment vous expliquez aujourd'hui que les laboratoires ne comprennent pas qu'en termes de communication, il vaut mieux reconnaître qu'il y a peut-être eu des erreurs dans la commercialisation d'un médicament, je parle de Servier et de Mediator, plutôt que d'avoir cette image de profit qui ne veut pas indemniser des gens victimes de leurs produits? Je dirais deux choses. La première, c'est que l'industrie pharmaceutique n'a pas su gérer ses succès. Ils ont été énormes. Ils ont contribué au développement de la médecine, de la santé. C'est indéniable. Et tout le monde le reconnaît. Et tout le monde le reconnaît. Ils n'ont pas su également gérer leurs échecs. Ils ont été flagrants. J'en ai eu 2 dans mon entreprise à l'époque et ça avait coûté environ 2 milliards de dollars. Mais ces échecs, ils les cachent en règle générale. Et ils sont largement compensés par les succès. Ils sont très largement compensés par les succès. Mais mon combat, c'est que l'industrie pharmaceutique qui jouit d'une réputation exécrable, ce n'est pas à vous que je vais le dire, et qui fait pourtant des choses extraordinaires. Il n'y a pas de mission plus noble que celle qui consiste à lutter contre les maladies et la mort. Mais cette industrie-là, à mon sens, manque de générosité. Et c'est pour cela que je m'apprête, avec d'autres, à créer une association spécifique au prix des produits anticancéreux. Alors justement, est-ce que là aussi les laboratoires ne sont pas en train de rater le coche en proposant des médicaments anticancéreux qui sont à des prix astronomiques et dont on voit bien que ça divise même les autorités de santé, on ne sait pas comment faire? Je vous ferai 2 commentaires. Le premier, c'est que rien ne justifie les prix que l'on voit actuellement dans les traitements anticancéreux. Rien. On vous dira ce qu'on a toujours dit, la recherche est hasardeuse, mais quoi de neuf? Elle a toujours été comme ça. La découverte d'une molécule peut durer entre 10 ans et 20 ans, mais quoi de neuf? Ça a toujours été comme ça. On vous dira, on prend le risque, des risques financiers, ou même après le lancement du produit, le succès n'est pas toujours garanti. Mais tout cela existait déjà. Et je pense que la seule explication est que c'est l'appât du gain. Et puis, malheureusement, c'est la loi de la concurrence. Une offre assez restreinte, parce que beaucoup de Big Pharma ont abandonné pendant des années toute activité de recherche dans les cancers, à l'époque considérés comme des produits de niche, sans intérêt commercial. Bon. Et cela m'amène à offrir une réflexion. Vous vous rappelez sans doute ce qui s'était passé au moment de l'arrivée de la trithérapie dans le qui n'intéressait aucun laboratoire à l'époque parce que c'était un médicament de niche. Et les prix n'étaient pas aussi élevés. C'était plus ou moins un traitement d'un an entre 1000 et 2000 dollars. Bon, il y a eu une levée de boucliers. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les traitements anticancéreux, c'est hors du commun, c'est aberrant. Bon. Et je dis, il faudrait qu'il y ait encore plus d'associations de malades. Il faudra peut-être aller beaucoup plus souvent dans les conseils d'administration, dans les assemblées des actionnaires, et peut-être en troublant un petit peu le sommeil de ces dirigeants, on arrivera à
réveiller leur conscience. Je rappelle le titre de votre livre, Mohamed Sidi Saïd, c'est « Au secours, notre santé est en péril ». Vous y abordez à la fois votre vie et tous ces thèmes de santé publique. C'est aux Presses du Châtelet. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.